Bonjour à tous, bienvenue. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer dans les 30 prochaines minutes comment on va améliorer de façon incrémentale une application avec React Suspense. On va faire le focus sur la performance et l'expérience utilisateur. Quelques mots rapidement pour me présenter. Je m'appelle Romain, je suis web développeur et j'ai rejoint les équipes d'Ubisoft Montréal il y a 6 mois de ça. Je fais principalement du front-end sur une application qui s'appelle Ubisoft Club. C'est une app sociale qui a pour but de fidéliser nos joueurs en proposant du contenu dans nos jeux via des challenges à réaliser par exemple. Et on va les récompenser, nos joueurs, avec du contenu exclusif, des items, des skins, etc. C'est aussi une application où vous pouvez comparer vos stats avec vos amis. Et on intègre aussi le premier chatbot orienté gaming sur notre app mobile. Ce qui fait que quand vous allez lancer votre session de jeu, vous allez recevoir une notification push et on va vous proposer du contenu par rapport à votre jeu et votre progression actuelle. C'est une app multiplateforme, on fait du React sur console et web avec des contraintes très différentes et en ReasonML sur mobile. Si l'aventure vous intéresse, on a des postes ouverts, donc on peut s'en reparler après le talk. Revenons à nos single page applications. Si on dresse le portrait robot aujourd'hui, on retrouve quoi? On a beaucoup de JavaScript. Celui qui va venir principalement des scripts qu'on injecte, de nos dépendances, le fameux dossier NodeModule que vous connaissez bien. Puis aussi le code source qu'on écrit. Si, ça arrive encore. On écrit un petit peu quand même. Il y a les assets, images, vidéos, font, audio, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis on a de la donnée, la plus souvent dynamique, qu'on va aller chercher de façon asynchrone auprès d'API. Tout ça, ça fait que si vous chargez tout d'un bloc au premier chargement de votre application, votre utilisateur il risque d'avoir des performances pas super. Donc on fait quoi par rapport à ce constat-là? On va essayer de faire du code splitting, et puis on va charger un maximum de choses en asynchrone. L'asynchrone, c'est difficile. C'est une vraie problématique côté front-end. Et je sais pas vous, mais moi j'écris ce code toutes les semaines, je pense. Il y a beaucoup de façons de le gérer aujourd'hui côté React notamment. Vous allez pouvoir le gérer dans votre state, vous allez pouvoir utiliser Redux, Redux Saga. Ça peut prendre la forme de promesses, d'async await. Il y a des librairies comme Apollo aussi qui vont fournir du cache. Donc on voit que c'est une problématique qui amène beaucoup de solutions sur le marché. À ce propos, du coup, quand vous avez de la donnée asynchrone, ça veut bien dire qu'à un moment donné, la donnée n'est pas présente dans votre application. Et donc on se retrouve avec ça. Des loaders, des spinners, des placeholders, appelez ça comme vous voulez. C'est un feedback important pour nos utilisateurs, puisqu'on va leur signifier que l'application est quand même là, en train de faire quelque chose. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Il y a des études côté UX qui montrent que afficher par exemple un loader alors que votre contenu va arriver très rapidement, c'est-à-dire que vous allez avoir une frame avec le loader qui va quasiment disparaître tout de suite, puis le contenu qui va la remplacer. En termes de perception de performance, ça va être moins rapide que si vous aviez directement affiché le contenu. Donc il y a des cas comme ça très précis qui aujourd'hui ne sont pas forcément simples à résoudre côté front-end. Et puis on a beaucoup de ces états de chargement de nos applications. Tendance à les multiplier, on n'a pas forcément de façon simple de les synchroniser, de les gérer de façon globale. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe React, elle travaille bien. Et la core team a proposé en fait ce qui s'appelle maintenant Concurrent React. Vous avez peut-être entendu parler de la refonte en version 16 de React Fiber. Avec ça, en fait, l'idée qu'a eu la core team, c'était de faire en sorte que JavaScript, qui est une librairie React, pardon, qui est une librairie JavaScript comme n'importe quelle autre, bloque le thread principal. On n'a pas de multithreading en JavaScript. L'idée, c'était de faire un peu comme on faisait avec les premiers processeurs, quand on n'avait qu'un seul cœur.
comment on fait du multitâche avec un seul cœur? Ben, on découpe en petites tâches, en chunks. Et puis, donc React s'est inspiré de ça pour faire la même chose par rapport à ce que React doit faire au moment du rendu, par exemple. Et en même temps, ils vont gérer aussi, par rapport à ces chunks, des priorités hautes, des priorités basses, pour permettre de gérer voilà, en permanence la liste des choses à faire. Donc, Concurrent React, voilà, c'est ce mode qui va permettre de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir résoudre grâce à ça des vrais problèmes qu'on a côté front-end, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Et puis React Suspense, on va voir que c'est la première API qui s'en sert vraiment de ce nouveau mode. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Vous voyez bien au niveau du code? Ok. Donc mon application de démo est sur la droite. On a un petit peu de placement de produit, mais c'est très subtil. Hein. C'est vraiment... Bon. On a une liste de jeux. Et puis pour chaque jeu, je vais pouvoir afficher le détail. On va y retrouver le titre, les plateformes, description, cover, et puis les personnages principaux. Je vais resizer un petit peu voilà, pour qu'on ait tout sur une ligne. J'ai un petit DevTools maison qui va me permettre de simuler une latence côté serveur. Toute ma donnée est là, hein, mais on va faire comme si on avait un serveur qui mettait plus ou moins de temps. Donc voilà pour le petit playground là, avec lequel on va jouer. Donc on va commencer déjà par se dire, ok, je vous ai parlé du concurrent mode. Suspense en a besoin pour être complètement opérationnel, donc on va commencer par ça. Je suis dans le fichier index.js de cette application. React-DOM désormais expose une méthode createRoute. Oula, comment vient tout ça qui va prendre en fait un nœud du DOM. Et puis ensuite, on va lui appeler la méthode render en lui passant l'app à rendre. Donc là, tout fonctionne a priori comme avant. Plutôt une bonne nouvelle. Pas de différence. Ok, très bien. On est maintenant dans ce mode où React est capable de travailler de façon multitâche, on va dire. Et je vais m'intéresser à mon fichier app.js. Dans ce fichier-là, on a donc l'endroit où je gère mon routing, avec mes deux routes, home et game details. Un premier élément vraiment simple à faire, disponible déjà, enfin prêt pour la production en plus, c'est de commencer à faire du lazy loading. Je vais montrer rapidement. Alors, petite console là, c'était Style Component qui n'est pas très à l'aise encore avec le nouveau concurrent React, mais bon, a priori côté affichage ça se passe bien. Ça c'est mes différents JavaScript qui sont chargés là côté front-end. Et l'idée, ça va être de commencer voilà, par du code splitting et de se dire, je vais peut-être pas charger les pages si je suis pas certain que mon utilisateur va les atteindre. Donc on peut commencer par ça. Donc je vais récupérer lazy. Suspense aussi, parce qu'ils vont travailler de pair. Je vais récupérer un composant loader. On va en avoir besoin rapidement. Et l'idée, donc, c'est ces deux imports, on va les transformer avec lazy pour qu'ils soient des imports dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'être chargés dynamiquement par Webpack. Derrière, l'application utilise create React App, c'est du classique. Donc, je vais transformer ma première ligne avec lazy, qui prend en paramètre une fonction qui retourne une promesse. Je suis désolé, je switch QWERTY tous les jours au boulot, c'est hyper compliqué. Comment ça marche? Désormais, j'ai un import. La syntaxe, c'est donc en fait simplement des parenthèses, et vous lui passez le pass. Je n'aurais pas dû copier tout ça. Voilà. Donc là, je lui passe le pass du composant. Puis je vais faire la même chose pour GameDetails, qui est le composant qui rend le détail d'un jeu. Donc là, j'ai presque fini. Lazy s'utilise, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai simplement besoin d'ajouter suspense
au niveau de mon render, Suspense il prend une props fallback qui va permettre de dire, comme on est sur des imports dynamiques maintenant, et vous pouvez voir déjà dans la console que j'ai des nouveaux chunks qui apparaissent, comme on est sur des imports dynamiques, si jamais j'étais sur un réseau dégradé, ça veut dire que la page, quand je veux l'atteindre, la route en question, peut-être que ça va prendre du temps, le temps que Webpack télécharge le chunk associé à cette route. Donc j'utilise Suspense ça pour lui dire, bah, si jamais ça prend trop de temps, affiche un loader. Vous voyez que si je me rends sur la page Game Details, j'ai un nouveau chunk qui est apparu et qui correspond au code relatif à ce composant. Ensuite, Webpack le met en cache, donc si j'affiche à nouveau un autre jeu, le chunk a déjà été téléchargé et s'en sert. Voilà. On a une façon très simple de faire du code splitting. Ça se fait sur des composants, mes routes sont des composants, donc vous pouvez le faire partout. Vous pouvez le faire dès qu'en fait vous vous posez la question de vous dire est-ce que j'ai un élément dans ma page qui est susceptible de ne pas être rendu parce que c'est suite à une interaction utilisateur. Bah, n'hésitez pas à code splitter une portion de page aussi, si jamais c'est pas certain qu'elle s'affiche au moment où l'utilisateur arrive sur la page. Admettons, je sais pas, vous faites de la génération de PDF à la volée côté client. Si il n'a pas cliqué sur le bouton, bah, téléchargez pas toute la dépendance que vous utilisez pour faire cette génération, par exemple. Ok, pour l'instant, on a fait du lazy loading. Peut-être que vous connaissez déjà, parce que c'est déjà sorti. On va s'intéresser plus sur Suspense. Et on va s'intéresser en fait à mes personnages ici, au chargement de mes personnages. Si je recharge la page, j'ai une petite latence réseau, puis il s'affiche directement. Jusque-là, ça va bien. Par contre, si je suis sur un réseau dégradé, je vais essayer de gagner un peu de place. Je vais me mettre en phase 3G, donc c'est pas non plus une grosse dégradation. Mais regardez bien comment on va se charger en fait cette liste de personnages. Vous voyez? C'est pas super génial quoi. En termes du X, c'est peu convaincant. Les images arrivent quand elles sont prêtes. Il n'y a pas vraiment de synchronisation entre elles. Donc on va se servir. On s'est servi là, je vous ai montré avec Lazy pour la partie module JavaScript, le premier élément de ma liste là, où je vous ai parlé de JavaScript, assets et données. On va s'intéresser maintenant du coup à nos assets, et en l'occurrence aux images. Donc ça se passe dans Game Details, ce composant là. J'ai un titre, le header c'est toute la partie qui concerne la cover, description et les plateformes, et puis j'ai le Game Characters, ligne 20, qui correspond à cette liste d'images. Je vais aller dessus. Et on a un composant assez simple, une classe qui utilise un state. Au component d'InMount, je vais appeler ma méthode qui fait le fetch pour récupérer cette liste d'images. Et puis, quand la promesse est résolue, je mets à jour mon state avec mon état de chargement que je repasse à false et ma liste de caractères. Dans mon render, je gère en fonction de cet état de chargement si j'affiche le loader ou la donnée. Du plutôt classique. On va voir comment améliorer les choses et faire en sorte qu'on affiche les images quand elles sont toutes prêtes. Donc je vais me servir de Suspense, mais pas que. Servir d'un nouveau package. On commence par unstable, donc précaution. Ça s'appelle RegCache, c'est fait par la Core Team React. Ça va me permettre d'utiliser un cache, tout simplement, côté front-end, côté React. Donc comment je m'en sers? Et je vais déclarer une ressource dans ce cache. Et moi, ça va être une image ressource. Donc, j'ai tapé très rapidement ce code, effectivement. L'idée, c'est quoi? Create ressource, il prend en paramètre une fonction qui retourne une promesse. Normalement, il n'y a rien qui casse à côté. Cette promesse, qu'est-ce que je fais dedans? Je crée une image, je fais un new image. En paramètre, j'ai passé ma source. Je lui applique dans son attribut src cette source. Et puis je lui dis, quand tu as fini de charger, résous-moi la promesse. Ça, voilà, c'est ma ressource dédiée aux images. Okay. Comment je m'en sers? Mon idée, c'est de faire en sorte que là, plutôt que line 45, je rende l'image directement, que je me sers de cette ressource que je viens de déclarer. Donc je vais faire un composant IMG, avec un I majuscule.
Je vais lui passer les différentes props que peut recevoir une image, donc à savoir source, alt, et puis QWERTY, je vous avais dit. Donc source, alt, et puis le reste. Puis je vais lui dire, donc pour l'instant, retourne-moi ce composant que j'avais auparavant dans mon render. Pas besoin de key. OK. Pour l'instant, très bien. J'utilise toujours pas ma ressource. Donc pour l'utiliser, ma ressource, je vais lui dire, j'ai accès désormais sur image ressource à une méthode .read. Et je vais lui passer le chemin de l'image qui me permet d'identifier ma ressource dans ce cache. OK. Dernière étape. Je vais vous expliquer après vraiment le cheminement côté React. Ne vous inquiétez pas. Je remplace mon image ici par mon composant. Donc jusque-là, ça va, pour utiliser le composant qui se sert de cette ressource. Et puis je wrap tout ça dans Suspense. Puisque Suspense, voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. On va d'abord regarder ce que ça fait côté IHM. Je suis toujours en 3G fast. Vous voyez, mes images sont toutes arrivées d'un bloc. Si je suis en online, même chose qu'avant. Mais c'est vraiment sur la dégradation du réseau là que je vois que en fait, mes images arrivent toutes d'un bloc. Comment ça marche? Quand React arrive sur mon composant image, il va tomber sur ma ligne 18. C'est la fameuse ligne magique. Cette ligne, en fait, je lui dis, OK, est-ce que tu as dans ton cache cette ressource? Comme un vrai cache, s'il l'a, il me la retourne immédiatement et je l'affiche. Si je ne l'ai pas, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, React Cache va comme émettre une exception. Cette exception de React Cache, elle va être catchée par le premier parent qui utilise Suspense dans la hiérarchie. Donc moi, en l'occurrence, mon premier parent, il est juste au-dessus de la liste. Ce qui fait que là, en fait, mon premier parent est juste là. Bref. Qu'est-ce qui se passe quand donc, cette exception est catchée par Suspense? React, il va prendre une décision. Soit, il dit, OK, j'ai un bon feeling là, je sens que la donnée arrive, je mets juste en pause le rendu, et puis je te l'affiche dès qu'il est là. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, bon, là, je l'ai pas dans le cache, il l'a pas, je t'affiche le fallback. C'est ça la logique de ce qu'on vient de faire. Vous pouvez aussi préciser, avec une props max duration sur Suspense, le temps où vous êtes prêt à attendre avant qu'on fallback vers le loader. Donc on va refaire le chargement là, je vais me remettre en phase 3G. Et vous allez voir que, alors pardon, je vais le refaire en online là comme ça. Normalement on va pas avoir de loader parce que, ah si on l'a vu, si pardon. On a un loader qui est toujours là parce que je charge encore mes données dans le state, etc. Ça j'y ai pas touché, je me suis vraiment concentré sur l'aspect asset. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, les images vont arriver d'un bloc. Donc là on a déjà du progrès par rapport à tout à l'heure, on a de façon incrémentale amélioré le rendu. Maintenant ce qui serait intéressant c'est de me débarrasser de ce loader si ma donnée elle arrive tout de suite. Comme je vous ai montré, même si j'ai beau avoir une vitesse de réseau rapide, le loader, vous le voyez apparaître, disparaître. On va s'occuper de ça. Donc maintenant, je vais m'attaquer au chargement de données avec Suspense. Comment je fais ça? Je crée une ressource qui va correspondre à mes caractères. Et de la même façon, pardon, il est fatigué. Ce que je vais lui passer ici, c'est la promesse que je faisais dans mon component inmount. Rappelez-vous, create ressource pour une promesse en paramètre. Donc je lui passe. L'intérêt maintenant, c'est ma partie préférée de la démo, c'est que j'ai plus besoin de gérer mon chargement de données comme je le faisais avec le state. Je vais pouvoir directement lui dire, ici, tu vas aller lire depuis la ressource, comme j'ai fait pour l'image en fait, va lire dans le cache
cette donnée. Moi, j'ai besoin, pour l'identifier, du game ID, comme je lui passais dans le demand sur mon fetch. Donc c'est au moment du read que je vais lui passer mon ID. Et l'intérêt, c'est que j'ai plus besoin de state, j'ai plus besoin d'inmount, j'ai plus besoin de tout ça en fait. Et je peux me débarrasser aussi de cet état de chargement là. Et je vais laisser Suspense s'en occuper. Donc là, je vais refaire F5. Normalement, on n'a pas de loader intermédiaire qui arrive là. Ma liste, elle est tout de suite disponible. Parce que Suspense, c'est ce qu'il a fait, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il a mis en pause le rendu, puis dès qu'il a eu la donnée, il l'a affiché. Il n'a même pas fallback sur le loader. Si je veux contrôler ça précisément, comme je vous ai dit, je peux ajouter une props max duration, et je peux lui passer un nombre en millisecondes pour lui dire combien de temps je suis prêt à attendre avant d'afficher quelque chose d'autre que ma donnée. Donc, si je repasse à ce moment-là sur un réseau plus lent, on va retrouver notre loader qui a un feedback important, mais qui s'affichera vraiment si l'utilisateur en a besoin en fait. Vous voyez? J'ai un loader qui s'affiche en attendant que ma donnée arrive. Donc ça, je peux le contrôler. Je peux laisser Suspense décider, mais je peux aussi voilà, précisément mettre un seuil pour décider de ce temps auquel je suis prêt à attendre. De la même façon, si je reviens sur ma liste, ah oui, un petit détail. On va aller sur un autre jeu. On va se remettre en online quand même. On va garder une seconde de latence. Ok, j'ai mes jeux qui apparaissent là. Puis je vais retourner sur Rainbow. Mes images sont tout de suite là. Et oui, parce qu'on manipule un cache en fait. Donc, deuxième bénéfice, en plus d'avoir mon état de chargement que je peux vraiment afficher quand j'en ai besoin, bah, j'ai un cache dans React maintenant, et cette donnée-là, elle est tout de suite disponible. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Bon, il y a la moitié de la salle qui se tient la tête, un cache, comment je vais invalider? En fait, je ne sais pas, parce que c'est encore en cours d'écriture. Ils n'ont pas encore communiqué là-dessus, donc je n'ai pas la réponse. Mais bien sûr, ils vont devoir faire une invalidation de cache, c'est la problématique majeure avec ça. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on va pouvoir gérer du cache sur nos données côté front. De la même façon, je vais retourner dans mon composant qui gère la liste. Ici, on a notre composant, donc je vais l'afficher, c'est mieux. Composant GameList qui est ici, qui est responsable de cette liste. Je vais utiliser Suspense de la même façon. Donc le composant est assez identique à l'autre en fait. Je gère dans mon state la récupération de ma donnée au niveau du component inmount. Bah, ici, de la même façon, je vais créer une ressource. Donc, avant ça, je vais devoir me servir de nouveau de reg cache. Ok. Donc je vais créer une games ressource, puisque c'est ce que je manipulais dans mon state juste ici. Mon petit MacBook de 2011 a du mal à auto-compléter, mais il s'en sort quand même. Donc je lui passe ici, de la même façon, ma promesse. Les game ressources, je vais pouvoir m'en servir directement ici, là où j'utilisais mon state auparavant. Ici, pas besoin de passer de choses à read parce que j'ai pas de paramètres non plus dans mon fetch game list. Delay, c'est juste pour jouer avec mon petit DevTools. Et il est facultatif. Donc à nouveau, je peux me débarrasser de tout ça. Désormais, j'ai aussi ici accès à du chargement de données avec Suspense. Donc je vais ouvrir un jeu, revenir, ma liste elle apparaît tout de suite. Vous voyez, comme de façon incrémentale, on peut commencer à améliorer vraiment les performances et l'expérience utilisateur de votre application. Je reviens juste sur cette ligne 26 là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, le point read, en fait, on est en train de faire de l'asynchrone dans le render. Essayez de faire un fetch dans votre render aujourd'hui avec React, c'est pas possible. C'est impossible de faire ça aujourd'hui. Et là, on a un code qui a l'air synchrone, qui ne l'est pas du tout,
et qui est directement dans le render de mon composant. Je trouve ça plutôt intéressant. OK pour la démo, on va passer à la suite. Donc React Suspense, si on fait le résumé, moi ce que je trouve vraiment agréable, c'est qu'on a toujours ce côté déclaratif de React. Je vous ai montré 2 props, pas plus. Alors le cache, c'est pas encore tout à fait stable, mais je pense qu'on est vraiment pas loin. Normalement, c'est prévu pour moitié de l'année. Donc on est vraiment pas loin de quelque chose d'abouti, de terminé. On a un code synchrone-like, ce que je disais précédemment. Ce qui est intéressant, c'est que ça se manipule très simplement, comme de la sync await finalement. Et dernière chose, vous avez une coordination très simple. Ça veut dire que vous pouvez, à un endroit, gérer votre chargement de données et décorréler ça de la façon dont vous allez gérer les états de chargement, c'est-à-dire afficher votre loader. Jusqu'ici, je vous ai montré Suspense, qui était souvent wrappé juste au-dessus du composant. Mais vous pouvez très bien avoir finalement plusieurs données qui utilisent React Cache et un loader bien plus haut dans votre hiérarchie pour le gérer de façon globalisée. Donc ça, voilà, vous avez cette distinction qui vous permet vraiment de faire une coordination simple entre les deux. Je vous invite, alors le code de la démo, il est disponible sur mon GitHub. Il y a la version sans suspense, qui est celle avec laquelle j'ai commencé, qu'on a de façon incrémentale améliorée. Et puis dans le même repo, vous avez un dossier with suspense, qui est la version full, où j'ai tout passé avec suspense partout où c'était possible. Donc surtout le haut de l'application que je vous ai montré, qui ne l'utilisait pas. Je n'ai pas tout fait dans la démo en live, mais vous pouvez le voir dans le repo. Je vous invite à voir aussi cette vidéo de Jared Palmer. Il montre un autre cas intéressant, c'est si vous avez des images assez HD par exemple à charger sur un site, en fallback avec suspense, vous pouvez très bien avoir une image basse résolution de cette même image, ce qui fait que vous allez afficher tout de suite quelque chose à votre utilisateur, qui est un aperçu un peu dégradé de l'image, et puis dès que suspense est prêt, dès que la donnée est arrivée, vous passez sur la belle version HD pour vos users. Donc il introduit comme ça d'autres cas intéressants, et il a aussi en fait une librairie qui s'appelle The Platform sur NPM, où le composant que j'ai fait IMG, là, vous pouvez retrouver en fait toute une liste de composants similaires pour l'audio, vidéo, image, font, je crois. Donc voilà, si vous voulez pas vous embêter à découvrir en profondeur comment il faut le faire, il y a une librairie déjà qui est suspensifiée en fait pour tous ces assets. Concurrent rendering in React, je vous invite aussi à la voir si vous voulez creuser tout cet aspect qui est arrivé avec la nouvelle version depuis la 16. C'est très intéressant, on va pouvoir bientôt précharger des ressources aussi. Donc faire un peu de l'optimistic UI, précharger des routes si on pense que c'est la prochaine à être atteinte. Dans une liste par exemple, précharger l'item suivant pour mon game details, des choses qu'on va pouvoir faire aussi avec ce nouveau mode. Merci. J'ai fini en avance, ce qui n'était pas prévu, mais du coup, je peux prendre une ou deux questions, je pense. Déjà, bravo pour la presse. Et Merci. concernant le cache, est-ce qu'on peut spécifier, par exemple, si on utilise le local storage ou si ça utilise du cache autre, ou si c'est juste sur la session? Alors, est-ce qu'on peut préciser si c'est le cache va utiliser local storage ou pas, ou autre chose, ou la session? Non, pour l'instant non. Ce qui est très probable, c'est qu'aujourd'hui le cache c'est une variable, hein, une sorte de map hein, finalement, un peu à l'image de local storage certainement. C'est visible, le code est public, hein, le React Cache est déjà sur la branche master de React, donc il ne faut pas hésiter à aller fouiller dedans. J'ai pas, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être interne quand même à React, et pas forcément sur une API tierce, enfin une API web on va dire. À voir ce qui nous réserve. Une autre question? Non? J'ai un peu mangé ma conclusion, mais lundi au bureau, vous pouvez commencer à jouer avec Suspense, et puis de façon incrémentale,
attaquer vos nodes modules, commencer du code splitting, ça c'est prêt. Et puis, vous pouvez commencer à vous intéresser à vos assets. Je n'irai pas en prod avec le chargement de données encore, mais voilà, il faut y aller progressivement. Merci encore.